Bonsoir et bienvenue dans cette demi-heure d'information, le point de l'actualité nationale et internationale, avec tout d'abord les titres de ce 20h. Daniel Kablan-Duncan a échangé avec une délégation du Parlement européen dans le cadre des préparatifs du sommet Union africaine-Union européenne prévu du 29 au 30 novembre prochain. Il a également échangé avec une délégation marocaine. Le point dans quelques instants. 331 milliards de francs CFA, c'est le coût de réalisation du nouveau barrage hydroélectrique de Soubré dans la région de la Nawa, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, qui sera inauguré demain en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Et l'acquisition de ce nouveau barrage marque la volonté du gouvernement ivoirien d'augmenter la capacité énergétique en Côte d'Ivoire. Mais comment cette politique énergétique a-t-elle évolué 58 ans après l'indépendance de la Côte d'Ivoire? La réponse dans ce 20h. Et puis, ce mercredi 1er novembre, les catholiques du monde célèbrent la Toussaint dans les églises et paroisses. Ils se sont donc souvenus de leur saint. Vous aurez dans ce journal quelques temps forts de la célébration. Voilà pour les principaux titres de ce 20h. Commençons par les audiences du vice-président de la République au centre des échanges, les préparatifs du sommet Union africaine-Union européenne et la coopération entre notre pays, la Côte d'Ivoire, et le Maroc. Mamadou Kouassi. Le prochain sommet Union européenne-Union africaine au centre de cette audience du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, et d'une délégation du Parlement européen. Cette délégation, conduite par l'ancien ministre de la Justice de France et député européen, a parlé de l'ordre du jour de ce sommet qui aura lieu les 29 et 30 novembre prochains, ici à Abidjan. Nous avons discuté des enjeux de ce sommet, dont l'ordre du jour qui a été fixé, non sans difficulté, mais tous les pays africains se sont mis d'accord avec l'Union européenne pour évoquer comme sujet principal celui de la jeunesse. Et le thème de la jeunesse reprend toutes les thématiques qui concernent l'Afrique, que ce soit la lutte contre l'insécurité, donc la lutte contre le terrorisme, que ce soit la lutte contre la radicalisation, mais également pour que ce soit l'avenir de cette jeunesse en termes d'emploi, de formation, d'éducation. Et il y a des propositions très ambitieuses et très concrètes qui vont être mises sur la table. La délégation a aussi fait cas des progrès économiques du continent africain, avant de souhaiter la redéfinition d'un nouveau cadre de coopération au niveau du commerce entre l'Afrique et l'Europe. Ça peut être sur la simplification des normes, ça peut être sur un environnement politique qui recrée une dynamique, un partenariat qui soit un partenariat bien sûr économique, durable, mais avec certaines valeurs, des valeurs humaines, des valeurs en termes qualitatifs et de qualité également, puisque nous sommes très attachés à la qualité. Voilà, c'est comment essayer d'améliorer un existant avec peut-être une nouvelle stratégie, parce que le monde d'hier n'est pas le monde d'aujourd'hui. La deuxième délégation reçue par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, est conduite par Saïd Zarou, directeur général de Machik Ahmed, structure marocaine en charge de l'aménagement de la baie de Cocody. Au cours de cette audience, il était question d'un projet de développement qui serait réalisé dans la ville de Grand Bassam. Vous savez, il y a le projet de l'ouverture de l'embouchure du Grand Bassam. Quand il y aura cet investissement important pour la recirculation des eaux au niveau de la lagune des Briers, mais il faut en profiter aussi pour que la ville du Grand Bassam profite de cette infrastructure pour créer un port de plaisance, port de pêche et surtout travailler sur cette ville aujourd'hui classée à l'UNESCO. Saïd Zarou indique également que sa structure bénéficie du soutien de Banque arabe pour la réalisation de ces différents projets de développement dans le district d'Abidjan. Pour le prochain sommet Union européenne-Union africaine, Machik Ahmed veut apporter sa contribution pour sa réussite. Plus de 300 milliards de francs CFA, c'est le coût de réalisation du nouveau barrage hydroélectrique de Soubré dans la région de la Nawa, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, qui sera inauguré demain en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Avant la cérémonie officielle d'inauguration, eh bien, la rédaction vous fait découvrir ce barrage qui est le fruit de la coopération ivoiro-chinoise. Après 4 années de travaux, le barrage de Soubré est maintenant opérationnel. La mise en service de ce projet, le plus grand jamais réalisé en Côte d'Ivoire, est une réussite à la fois technique, humaine et environnementale. Ce barrage apparaît comme un atout économique pour Soubré et toute la région de la Nawa. Il va injecter 275 MW supplémentaires sur le réseau électrique ivoirien. Techniquement, le barrage de Soubré, c'est 4,5 km de long et un total de 4 groupes
dont 3 de 90 MW et 1 de 5 MW. Il est le fruit de la coopération sino-ivoirienne. Ce projet structurant va contribuer à la réduction de la pauvreté et favoriser une meilleure intégration socio-économique des populations vivant le long du fleuve Sassandra. Le projet d'aménagement hydroélectrique de Soubré, inscrit au programme du gouvernement, sera ce jeudi 2 novembre une réalité, car il sera mis en service par le président de la République, Alassane Ouattara. Présentation faite par Abou Sanogo. Sachez que l'inauguration de ce barrage de Soubré sera retransmise en direct sur RTI 1 à partir de 10 h. Un plateau spécial est prévu donc à partir de 9h30. Retour à Soubré où les populations mobilisées autour de l'événement se sont exprimées au micro de nos reporters, propos recueillis par Mahama Traoré. Nous ne sommes pas en période de fête, mais c'est tout comme pour David, couturier de son état à Soubré. Ces dernières semaines, il a dû enchaîner les heures de travail afin de satisfaire les nombreuses commandes passées par ses clients à la faveur de l'inauguration du barrage hydroélectrique de Soubré. L'inauguration du barrage, on dit Dieu merci. Grâce à ça, les clients viennent, on commande des bassins, pour qu'on puisse faire pour avoir la fête. Jusqu'à présent, c'est ce qu'on est en train de faire. On n'a même pas encore fini même. Jusqu'au soir, on va essayer de couler les dernières commandes. Dieu merci pour moi, il vient de finir et il va prendre par là à la maison. Le bazin, chaussures, tout ça là. Mais ce qui m'a fait mal, il n'a pas fait ça beaucoup. On a cherché ça partout, on n'a pas trouvé. Tout Soubré en train de chercher, on n'a pas eu. On est obligé de faire le bazin. La ville de Soubré est prête à fêter. Elle fait donc sa toilette pour accueillir celui qui a permis la réalisation de cet ouvrage, le président Alassane Ouattara. Pour lui réserver un accueil à la dimension de leur reconnaissance, élus et cadres de la région sonnent la mobilisation des populations. À toute la population de la Nawa, je l'invite à sortir massivement pour pouvoir dire merci au président de la République. Si quelqu'un doit parler des bienfaits, des actions du président, je crois que c'est Soubré. Personne ne peut dire le bon nom du président plus que les Soubréens. Donc, population de Soubré, voilà le monsieur qui a fait le bonheur de notre ville, qui a fait notre bonheur arrive. Mobilisez-vous. Sortez nombreux demain. Ville haute, Soubré sera également une ville lumière avec son nouveau barrage hydroélectrique. La capitale de la région de la Nawa va ainsi bénéficier de 3627 poteaux électriques et de 121 km de fils. Ce n'est pas tout. 8 villages du département seront électrifiés, de même que l'extension du réseau électrique dans 2 autres. L'acquisition de ce nouveau barrage, on peut le dire, marque la volonté du gouvernement ivoirien d'augmenter la capacité énergétique de notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais comment cette politique énergétique a-t-elle évolué 58 ans après l'indépendance de la Côte d'Ivoire? Le dossier de ce journal consacré à l'évolution de la politique énergétique du pays, et c'est avec Cheikh Koné. Depuis la mise en service du premier barrage de la Côte d'Ivoire à Yamé 1 jusqu'au barrage de Soubré, 58 ans se sont écoulés. Pendant plus d'un demi-siècle, la Côte d'Ivoire a engagé une politique énergétique ambitieuse, soldée par la construction de plusieurs infrastructures de production électrique. Déjà, dès les premières heures des indépendances, le pays avait opté pour la production hydroélectrique. Plusieurs barrages ont ainsi vu le jour. Notre pays a connu, en matière d'évolution politique énergétique, a connu plusieurs phases. Je dirais, comme tous les autres pays africains, nous avons commencé avec des alimentations en site isolé. C'est les périodes, si vous voulez, où on avait, par exemple, dans une ville comme Korogo, la production était faite localement et distribuée localement. C'était donc des centrales isolées. De façon générale, la production se faisait avec des groupes diesel. Le combustible utilisé à cette époque, c'était donc du diesel. En 1959, nous avons eu donc, notre premier barrage, c'est le barrage d'Ayamé, qui a intégré, je dirais, dans notre mix énergétique, et si on peut parler à cette époque de mix, qui a intégré un peu d'hydraulique.
De 1959 à 1983 vont successivement être mis en service les barrages d'Ayamé 1 et Ayamé 2 avec respectivement 20 et 30 MW de puissance installée. En 1972, le barrage de Kossou avec 174 MW. Le barrage de Tabo en 1979 avec 210 MW. 165 MW de puissance installée au barrage de Bio en 1980. Et le barrage de Gras dans la région de San Pedro, mis en service en 1983 avec 5 MW de puissance installée. Le barrage hydroélectrique est un ouvrage de production d'électricité. Grâce à des turbines, les retenues d'eau créées sur une rivière produisent de l'électricité pour alimenter les ménages. Ces premiers barrages hydroélectriques constituaient l'essentiel de la production électrique de la Côte d'Ivoire avec une capacité globale de 604 MW. À cette époque, le mix énergétique était dominé par l'hydroélectrique. Après, on a évolué en hydraulique jusqu'aux années 83, où on a eu la grande sécheresse en Côte d'Ivoire. Nos barrages, donc les côtes ont baissé dans nos barrages. On ne pouvait plus produire l'électricité hydroélectrique. Alors, on a en urgence, donc le pays a fait une commande d'une centrale thermique à gaz. C'était la toute première centrale thermique à gaz. En fait, il faut que je vous dise une chose, les projets de centrales thermiques sont, la mise en œuvre de ces projets est plus rapide que les barrages. Donc quand on est dans des situations d'urgence, je dirais la vraie solution, c'est du thermique, parce que c'est plus rapide. Une centrale thermique, contrairement au barrage hydroélectrique, produit de l'électricité à partir du gaz naturel. En Côte d'Ivoire, c'est à partir de 1984 qu'apparaissent les premières centrales thermiques. Jusqu'en 2013, une dizaine de centrales thermiques voient le jour pour une capacité globale de 1924 MW et une production d'électricité estimée à 10 080 GWh. Il s'agit de la centrale de Vridi, 100 MW, celle de Cyprien 1, 2, 3 et 4, 569 MW. Azito 1 et Azito 2 totalisent 441 MW et celle d'Agreco 1, 2 et 3, 210 MW. Ces chiffres démontrent le potentiel énergétique de la Côte d'Ivoire, qui a très tôt développé une politique d'accès à l'électricité. Aujourd'hui, 81% de la population vit en zone électrifiée. Ce taux passera à 83% en fin 2017 avec environ 1 800 000 abonnés à l'électricité, soit 200 000 abonnés de plus qu'en 2016. La Côte d'Ivoire a pour ambition de devenir le hub énergétique de la sous-région. C'est pourquoi, depuis ces dernières années, le secteur de l'énergie est monté en puissance. Le pays est passé d'une production de 1200 MW à 2000 MW en 5 ans et a l'intention de produire 2000 MW supplémentaires ces 3 prochaines années, c'est-à-dire l'équivalent de ce qui a été réalisé depuis l'indépendance en 1960. Premier marché énergétique de l'Afrique subsaharienne, la Côte d'Ivoire ambitionne d'augmenter sa capacité dans ce secteur. Et pour y arriver, de nombreux projets au plan national et sous-régional sont mis en œuvre dans le secteur de l'électricité. Quels sont ces projets qui s'inscrivent dans le cadre de la transition énergétique et quel est le niveau, surtout le niveau d'exécution de ces projets? Les réponses avec Cheikh Koné. Des investissements de l'ordre de 6 152 milliards de francs CFA dans le secteur de l'énergie sont prévus par le gouvernement ivoirien dans le cadre du Programme national de développement PND 2016-2020, soit 20,99% du budget global de ce programme. Ce montant qui constitue la part la plus importante au niveau sectoriel du PND de deuxième génération démontre les ambitions de la Côte d'Ivoire. Notre vision est de devenir le hub énergétique de la sous-région. Pour ce faire, notre objectif est donc de produire une énergie abondante, de qualité, fiable, et de produire un excellent service à nos clients. Pour ce faire, le pays multiplie les grands projets pour accroître sa production. Nous avons d'abord au niveau
ce qui est du thermique, de l'énergie thermique, nous avons les extensions potentielles de Cyprel et Azito. Nous sommes également en train de regarder et d'analyser de nouveaux projets au niveau du thermique gaz, avec la production de notre gaz, en mettant en valeur le gaz, donc les ressources naturelles de la Côte d'Ivoire. Dans le domaine de l'hydraulique, comme je vous l'ai dit, on a quand même un parc hydraulique très important que l'on va continuer à développer. Le secteur privé est le premier bénéficiaire du renforcement du parc énergétique, d'où l'appel du ministre. Nous faisons également appel au secteur privé pour développer des barrages hydrauliques de plus petite capacité. Donc il y en a quelques-uns qui sont en stage final d'évaluation et donc de mise en place. Au niveau de l'énergie solaire, nous avons lancé, vous savez, des appels d'offres dont nous attendons le dépouillement le mois prochain, le mois de novembre, et on espère pouvoir avoir complété ce processus dans le courant du mois de décembre. À ces projets, il faut ajouter l'aménagement hydroélectrique de Gribo-Popoli d'une capacité de 112 MW, Saint-Grobo-Aouati, 44 MW, la centrale à charbon de 2 unités de 350 MW, soit 700 MW à San Pedro. En fin de compte, ce que l'on souhaite à terme, c'est de permettre à tout Ivoirien d'avoir accès à l'électricité, à une électricité qui est fiable, qui est de qualité et qui vraiment contribue à améliorer la qualité de vie de tout un chacun. Nous estimons qu'il va nous falloir certes un certain temps pour y arriver, mais nous pouvons accélérer ce processus en joignant à nos efforts le secteur privé qui a un rôle très important dans le développement du secteur de l'énergie dans notre sous-région et en Côte d'Ivoire. Au niveau de la sous-région, la Côte d'Ivoire envisage renforcer les projets d'interconnexion avec plusieurs pays. Aujourd'hui, nous vendons de l'électricité au Bénin, au Togo, au Ghana, au Burkina, au Mali, au Libéria. Et nous sommes en train de construire une ligne à haute tension qui va partir de la Côte d'Ivoire, passer par le Libéria, la Guinée et jusqu'en Sierra Leone. Donc on va à terme aussi pouvoir vendre en Guinée et en Sierra Leone. L'idée pour les autorités ivoiriennes, c'est de permettre d'utiliser le potentiel énergétique ivoirien pour vendre dans la sous-région de l'électricité made in Côte d'Ivoire. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce chapitre énergie électrique de ce 20h. Quel est l'état d'avancement des travaux de réhabilitation du boulevard de France dans le district d'Abidjan? Le constat a été fait par le ministre en charge des infrastructures économiques, Amédée Kofi Kwaku, était récemment sur le chantier. Notre reporter Francis Boifo y était également. Son compte rendu. Boulevard de France redressé dans la commune de Cocody. De nouvelles couches de bitume à certains endroits de la rue. Après une visite du ministre des Infrastructures économiques, l'entreprise qui a livré l'ouvrage il y a un an a été sommée en juin dernier de réhabiliter cette voie longue de 2,5 km. 4 mois après, le ministre Amédée Kofi Kwaku est à nouveau sur le terrain. Nous sommes venus nous assurer que ce tronçon est bien mis en œuvre. On espère que cette fois-ci sera la bonne et que le revêtement qui est en train d'être mis en place donc va tenir longtemps. Chaque fois qu'une entreprise va faire des travaux et que les travaux seront non conformes, c'est-à-dire que l'entreprise va s'engager donc à réhabiliter ses voies. Doit-on attendre que les entreprises commettent l'erreur avant de les interpeller? Nous regardons la capacité des entreprises à faire le travail, la capacité des bureaux d'études, des bureaux de contrôle. Nous sommes très regardants sur un certain nombre de dispositions pratiques. Vous verrez que les nouvelles routes qui sont en train d'être construites vont tenir dans le temps parce que nous nous engageons à faire toutes les vérifications à l'avance. Le ministre engage l'ensemble des acteurs au respect des normes et à l'utilisation de matériaux de qualité dans la construction des voies. L'aéroport de San Pedro, ville du sud-ouest dans le district du Bassa-Sandra, sera opérationnel à partir du 1er décembre prochain. L'annonce a été faite par le ministre des Transports, Amadou Koné. C'était à l'occasion d'une visite sur place à San Pedro, visite suivie par notre reporter Hugues Hervé Blé. Pour ce directeur d'exploitation, les dernières semaines de l'année sont pleines d'incertitudes. Le taux de fréquentation du complexe hôtelier qu'il dirige à Grand Bérébi est actuellement au plus bas. Pourtant, jusqu'à août dernier,
Dans cet établissement qui a rouvert après plusieurs années de fermeture, les choses allaient bien, voire s'amélioraient. L'aéroport de San Pedro fermé et la route pour accéder à la région en mauvais état, les déplacements d'affaires vers la cité balnéaire sont désormais considérablement réduits, les touristes rares. Tout le monde est conscient qu'un jour ou l'autre, il faut faire des travaux parce que c'est nécessaire. Il y a une rotation importante sur l'aéroport de San Pedro. Mais aujourd'hui, on n'a pas de date effective de réouverture posée, qu'on puisse nous-mêmes prévenir nos clients, qu'on puisse dire à nos clients, OK, l'aéroport sera réouvert à telle date. Prenez vos dispositions. Pour apporter une réponse à cette préoccupation largement partagée par les opérateurs économiques de la région de San Pedro, le ministre des Transports était sur le chantier de l'aéroport. Amadou Koné s'est assuré que tout est mis en œuvre pour que l'aéroport ouvre le plus tôt possible. Les informations livrées par les responsables du chantier font état de travaux exécutés à 53%. Renforcer, réhabiliter, traiter les zones critiques, les zones d'impact considérable de la structure de chaussée. C'est cette phase-là qui constitue la première phase qui est d'urgence. Nous avons commencé le 11 septembre. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 53% de taux d'exécution de la première phase, 30 novembre. On devrait pouvoir mettre la piste sous trafic. Nous allons renforcer le matériel, travailler nuit et jour pour livrer les travaux dans le délai. Des machines et des camions en pleine activité pour renforcer la piste d'atterrissage, la faire passer de 1900 mètres à 2100 et augmenter sa largeur. Tout est mis en œuvre pour satisfaire au plus tôt les usagers, permettre le bon décollage et l'atterrissage de plusieurs types d'avions dans la deuxième ville portuaire de Côte d'Ivoire. Nous avions constaté donc avec l'ANAC qu'il y avait d'énormes risques d'accidents sur cet aéroport. Donc, sur cette base, le gouvernement a décidé donc, de la fermeture de l'aéroport de San Pedro. En tout cas, nous allons veiller à ce que l'aéroport soit ouvert au plus tard début décembre pour que les vols puissent reprendre, quitte à continuer donc, après un certain nombre de travaux. Évidemment, dans les conditions de sécurité et de qualité de service donc nécessaires donc au confort des vols donc ici à San Pedro. Un peu plus de 14 milliards de francs CFA, c'est ce que le gouvernement ivoirien investit dans la réhabilitation et le renforcement des structures de l'aéroport de San Pedro, le plus important de l'intérieur du pays. Ce mercredi 1er novembre, je vous le disais dans les titres, les chrétiens catholiques du monde célèbrent la Toussaint dans les églises et paroisses. Ils se sont donc souvenus de leur saint. Quelques temps forts de la célébration avec notre reporter Franck Okwadjo. Les chrétiens catholiques ont célébré ce mercredi 1er novembre la Toussaint, une fête de tous les saints. L'Église honore la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. À la paroisse Saint-Jean de Cocody et Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie d'Abobo, prière et exhortation, moment fort de cette célébration. Dieu veut pour l'humanité la joie, la paix, la communion, le vivre ensemble, en union avec lui. Alors pour ce faire, j'invite en ce jour solennel de la Toussaint, hommes et femmes, à revêtir comme les saints et saints du ciel, les âmes de la paix. La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse vivante et proche de nous. Elle montre l'actualité de la bonne nouvelle et la présence agissante de l'Esprit Saint parmi les chrétiens. Saint, c'est toutes nos actions sur la terre, tous nos comportements. Aimer son voisin, un sourire, ça c'est la vie de saint qui commence sur la terre. Aimons-nous les uns les autres, c'est important. Nous sommes tous invités à vivre saintement, à vivre simplement pour faire triompher Jésus dans notre monde d'aujourd'hui et de demain. Et ensemble communier pour parvenir un jour au bonheur céleste. La fête de Toussaint, un lien de proximité avec les fêtes du Pâques et de la Pentecôte, d'où le sens original de cette fête de la Toussaint. Goûter déjà la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie et vivre dans l'espérance de la résurrection. Et puis, il y a ce petit commerce autour de la célébration de la Toussaint, surtout le commerce de fleurs. Les petites affaires autour de la fête à l'occasion du souvenir des disparus, c'est avec nos reporters Franck Okwadjo et Christiane Kogui. 1er novembre, les fleuristes de l'espace Saint-Jean à Cocody, à cette date, se frottent les mains. La fête de tous les saints
Un moment de bonne recette. On peut gagner 50 000, 60 000, ça dépend. Hein. Il y a des gens aussi qui gagnent 100 000. Dans d'autres quartiers de la commune, les deux plateaux par exemple, des espaces dédiés à la vente de fleurs, ils sont plusieurs à s'en procurer. Il s'agit de rendre hommage aux proches disparus. On sait que c'est la fête des saints, mais comme demain on travaille, donc on se précipite un peu pour aller nous recueillir un peu sur la tombe des uns et des autres. Aujourd'hui spécialement, il est important que nous puissions les célébrer. C'est un moment pour commémorer aussi, enfin d'avoir une pensée particulière pour tous ceux qui nous ont quittés un peu trop tôt. Un jour férié propice au dépôt des fleurs, car à la réalité, la commémoration des morts, c'est le 2 novembre. Le choix des fleurs est alors important. Pour ces gens de cérémonie-là, c'est les roses, les alpinias, les tropiques. Une tige de fleurs importée à 2000 francs, le bouquet à 5000, contrairement aux autres, autour de 20 000 francs le bouquet. L'activité rapporte, mais pour célébrer l'être disparu et cher, certains ne regardent pas à la dépense. Dame Conan est veuve. Elle est venue sur le site chercher son bouquet. J'ai perdu mon mari en 2012, donc je m'en vais à Williamsville comme ça, pour déposer des fleurs et puis prier pour son âme. Le cimetière de Williamsville, nous décidons d'y suivre Dame Conan. Sa petite famille en pleine prière pour le repos de l'âme de son défunt mari. Tout autour, ambiance de recueillement. Plusieurs tombes, des plus connus aux anonymes et beaucoup d'émotions. Le repos à tout jamais et fait briller, fait briller. Si certains sont tristes, pour d'autres, c'est l'occasion de faire des bénéfices. Il n'est pas rare de voir ces jeunes offrir leurs services pour l'entretien des tombes. C'est eux-mêmes qui chancent et nous donnent l'argent. Sinon, ça va dire c'est un prix fixe. Pas avoir 300 000, 200 000. Jour de recueillement et opportunité de petites affaires, la commémoration des morts à ce jour de Toussaint reste cependant un moment saisissant. Voilà pour la Toussaint. Parlons maintenant de l'opération de ravalement des façades dans le district d'Abidjan. Une initiative du gouverneur Begré Mambé qui a également prévu l'aménagement des carrefours et le planting d'arbres aux abords des grandes voies principales. Coût global de ces opérations, 2 milliards de francs CFA, nous dit notre reporter Issa Yeo. 3 personnalités, une même cause. Anne Désiré Ouloto, ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Begré Mambé, gouverneur du district d'Abidjan. Et Ngwa Aka Mathias, le maire de Cocody, engagé pour donner un coup de neuf à la ville d'Abidjan. Première action que nous allons réaliser, le ravalement des façades. Tous les grands immeubles qui sont sur le boulevard Latry seront repeints. Tous les bâtiments que vous voyez à l'Union-Ville, les logements Sikoji, Solefia. Et à droite, Bracodibar, nous allons tout repeindre pour rendre cet endroit propre. À partir de maintenant, tous les immeubles donnant sur les voies principales seront peints. Pour la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, cette démarche s'inscrit dans la politique du président de la République, Alassane Ouattara, d'améliorer la qualité du cadre de vie des populations en Côte d'Ivoire. Le président de la République veut des peuples en bonne santé. La santé, eh bien, c'est aussi le cadre de vie. Et pour avoir une bonne santé, il faut vivre dans un cadre de vie sain, il faut vivre dans un cadre de vie beau. Et dire aux Abidjanais que la balle est maintenant dans vos camps. Une politique qui rencontre l'adhésion des populations. C'est un grand honneur pour tous les habitants de Cocody de toutes les façons. Parce que c'est un projet qui démarre dans le cadre du développement durable qu'a entrepris le maire et qui va réjaillir dans tout Cocody. En plus de l'opération de ravalement de façades, 100 carrefours seront aménagés et 5000 arbres seront plantés à travers le district d'Abidjan. Ces 3 opérations s'élèvent à 2 milliards de francs CFA. Une journée universitaire sur les 17 objectifs de développement durable dénommée JODD 2017 a été organisée sur le campus universitaire de Cocody. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a apporté son soutien à l'initiative. Demain, le compte-rendu de Grace Kando. Actualité oblige, le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier avec le président du PDCRDA, Henri Konan-Bédié, le compte-rendu de Viviane Agnimet.
Nouvelle rencontre à Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, ce mardi 31 octobre après-midi. Cette nouvelle rencontre a ceci de particulier qu'elle intervient après une période de silence entre les deux hommes. Ce mardi, en fin d'après-midi, sur le mode habituel, le président de la République Alassane Ouattara s'est rendu chez son aîné et frère, ainsi qu'il appelle affectueusement son allié du RHDP, le président du PDCI, Henri Konan Bédié. Les deux hommes se sont enfermés pour un long entretien qui aura duré plus d'1 heure d'horloge. L'année 2017 a été une année éprouvante pendant les premiers mois de l'année, avec les mutineries, avec les grèves, avec la baisse du prix du cacao. Tout cela a impacté bien sûr sur la situation générale. Mais fort heureusement aujourd'hui, les choses vont bien. Le pays est bien tenu et la situation est bonne. Pendant le week-end, je me rendrai à Washington pour signer avec le gouvernement américain un don important à la Côte d'Ivoire qui valide la bonne gestion de l'économie et des finances de notre pays. Alors, après ce point sur la situation socio-économique, nous avons réitéré notre volonté de mettre en place le RHDP, le Parti unifié. Et pour ce faire, nous avons décidé, Président, de mettre sur pied un comité de haut niveau qui travaillera à cette tâche en ce qui concerne bien sûr un manifeste pour le Parti unifié. Nous proposera également les statuts, le règlement intérieur, ainsi que les étapes que nous devons franchir pour y arriver, c'est-à-dire un calendrier. Alors cela nous paraît important. La Côte d'Ivoire est en paix, il faut qu'elle demeure en paix. Il faut que l'évolution future permette à ce pays de renforcer non seulement la paix, mais les progrès qui sont réalisés par le gouvernement et par les Ivoiriens dans le travail qui est le nôtre. Alors, Président, je voudrais encore vous remercier pour vos conseils, parce que nous avons eu à traiter certains dossiers très délicats. Et comme d'habitude, le Président m'a fait part de ses recommandations. Je voudrais vous dire un grand merci. Nous prendrons le temps d'examiner les choses et je suis confiant qu'avec cette concertation périodique que nous avons, qui n'ont pas eu lieu depuis quelque temps, en raison de la longue absence du président pendant l'été et aussi les difficultés que j'ai eu à gérer pour le pays pendant le premier semestre de l'année, nous sommes convenus de reprendre de manière régulière ces contacts pour mettre en confiance les Ivoiriens. Car quand mon aîné et moi, nous sommes en accord, nous sommes sûrs que le pays est en de bonnes mains et que les choses continueront de bien se passer. Président, merci pour votre soutien. Merci. Merci beaucoup. Merci encore. Merci, Président. Des crispations au cœur de la grande famille des oufouettistes, et c'est le RHDP qui sort renforcé de cette crise, car le train est désormais lancé pour la mise en place effective du grand parti unifié. À la fin de ce journal, rappelons que demain, le nouveau barrage hydroélectrique de Soubré sera inauguré en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Eh bien, cette inauguration sera retransmise en direct à partir de 9h30. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI 1, mais surtout, portez-vous bien.